Dès le début, j'entretenais de sérieux doutes concernant cette entreprise, mais le désespoir me poussa à agir. Mon patron, Bill Gillard, avait eu vent d'une opportunité professionnelle et insista pour que je me porte candidat. Nous connaissions tous deux la dure réalité, mon salaire actuel ne suffirait pas pour la bataille juridique qui s'annonçait. Les frais d'avocat m'épuisaient financièrement, sans parler des potentiels coûts de garde d'enfants si je parvenais à l'emporter. Les entretiens n'avaient jamais été mon point fort, et celui-ci promettait d'être particulièrement intimidant. Sa Majesté Jack Goldberg en personne serait présent, ravivant les souvenirs d'un passé complexe. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'avais été lié à sa fille, Canella, ou Ella, comme la plupart la connaissaient. Notre relation avait été profonde, pour dire le moins. Ma famille modeste s'irritait à l'idée que je fréquente une jeune fille juive fortunée, même si elle était ravissante et me conduisait dans sa rutilante voiture neuve. Les Goldberg, quant à eux, regardaient de haut quiconque n'avait pas fréquenté d'école privée. Mon père pestait contre les « enfants gâtés », tandis que les parents d'Ella me considéraient comme un vaurien du mauvais côté de la ville. À cette époque, je faisais forte impression sur ma vieille Triumph, vêtue de cuir et de dénime. C'était bien loin du costume cravate que je portais pour mon travail de bureau, mais cela correspondait à l'image de rébellion juvénile que je cultivais. Mes amis, pour la plupart encore étudiants, me taquinaient sans merci sur le fait que je fréquentais Ella pour sa voiture. Mais soyons francs, un habitacle chauffé offrait certains avantages par rapport à une selle de moto en plein hiver, si vous voyez ce que je veux dire. Ella était d'une beauté saisissante, sans l'ombre d'un doute. Au début, je l'avais courtisée sur un défi, déterminée à démentir les rumeurs selon lesquelles elle était trop hautaine pour fréquenter un homme ordinaire. Ma réputation de beau parleur me précédait, et je savourais ce défi. Mais ce qui avait commencé comme un jeu se transforma bientôt en un attachement sincère, du moins de mon côté. La désapprobation de nos familles et les railleries de mes amis s'estompèrent tandis que nous passions près de 2 ans ensemble. Puis, sans prévenir, son père l'envoya dans ce que je ne peux qu'imaginer être une prestigieuse école en Suisse. Notre correspondance s'amenuisa, puis cessa complètement. Par la suite, je me replongeai avec enthousiasme dans le monde des rencontres. Ma réputation me précédait, et je ne manquais pas de compagnie bienveillante. Cette situation déplut à certains de mes amis masculins, conduisant à plusieurs confrontations houleuses et amitiés brisées. Mais je m'égare. Le fait est qu'une éternité s'était écoulée depuis ma séparation avec Ella. Le destin avait maintenant manœuvré pour me mettre face à face avec son père, mon avenir étant en jeu. D'abord parce que je le pouvais, et ensuite parce que je m'étais profondément attaché à Ellie lorsque nous étions ensemble, et sa perte fut une expérience particulièrement douloureuse pour moi. Je n'allais pas retomber dans ce piège émotionnel si je pouvais l'éviter. Je ne sais plus s'il s'est écoulé 3 ou 4 ans avant que je ne commence à fréquenter Gloria. Je ne me souviens pas précisément où nous nous sommes rencontrés, probablement lors d'une soirée. Elle était, et demeure, une femme d'une remarquable beauté et conserve une silhouette admirable, considérant qu'elle a donné naissance à 2 enfants. Cette allure a certainement joué un rôle déterminant dans les prémices de notre relation. Puis-je être blâmé si je suis sensible à un beau visage et une silhouette élancée ? La plupart des jeunes gens sont ainsi, mais je dois avouer que je ne me rappelle même plus quand et comment nous nous sommes rencontrés. Ni dans quelles circonstances j'ai invité Gloria pour la première fois, mais manifestement je l'ai fait. Quoi qu'il en soit, Gloria et moi nous sommes rapidement entendus. Je crois que c'est lors de notre 4e ou 5e rendez-vous qu'elle est restée pour la première fois. Gloria n'était pas novice en la matière, tout comme moi. À cette époque, peu de gens dans la vingtaine l'étaient, du moins dans mon entourage. La vieille Triumph n'était plus là à ce moment-là, remplacée par ma propre voiture. Si je me souviens bien, la Ford avait plus de kilomètres que beaucoup d'autres véhicules. Les inconvénients des 2 roues, comme je l'ai mentionné, étaient nombreux. De plus, je ne pouvais pas me rendre au travail en costume sur une moto, et je me sentais ridicule à attendre le bus chaque matin. On m'avait proposé une promotion et je devais soigner davantage mon image. C'est ce qu'on appelle communément grandir. Je suppose qu'il s'est écoulé 5 ou 6 mois avant que l'un des gars ne remarque que Gloria était présente depuis bien plus longtemps que mes habituelles compagnes après Ellie. En réalité, je ne l'avais pas remarqué. Je n'étais pas certain à l'époque si c'était une bonne ou une mauvaise chose, mais il semblait que, contre mon meilleur jugement, je m'étais en quelque sorte habitué à la présence de Gloria. Étais-je amoureux de Gloria ?
Pour être honnête, je ne saurais le dire. Je le supposais à l'époque, malgré ses défauts les plus évidents. Voyez-vous, Gloria avait la même mégalomanie que la famille d'Eli, mais malheureusement, contrairement à Eli qui s'était révélée complètement différente dans la pratique, Gloria était très coûteuse à entretenir. En termes simples, Gloria était une amie extraordinairement chère. Elle pouvait être très passionnée dans l'intimité, mais elle dépensait l'argent comme s'il n'avait aucune valeur. Cependant, lorsque je réalisais ce défaut majeur, j'étais déjà tellement habitué à sa présence que je ne pouvais plus imaginer ma vie sans elle. Nous nous fréquentions depuis un peu plus de 2 ans quand je dus la demander en mariage. Non, je ne me souviens pas de la première fois où j'ai demandé Gloria en mariage, bien que je me rappelle d'une soirée ultérieure où je lui ai officiellement offert une bague de fiançailles. Mais à ce moment-là, c'était déjà acté et ne surprenait personne. Nous nous sommes mariés dans l'année suivant cette soirée, et quelques mois plus tard, Pamela, notre premier enfant, était en route. Contrairement à beaucoup de nos jeunes amis mariés, nous n'avions pas de problème d'argent au début. De façon plutôt inattendue, bien que je n'ai pas été un élève particulièrement doué, j'ai quitté l'école bien plus tôt que la plupart de mes camarades. Au grand désarroi de Madame Williams, les mathématiques étaient la seule matière où je montrais du talent. Cependant, Madame Rogers Williams m'a recommandé au service comptable d'une entreprise locale, et je suppose qu'ils ont usé d'une certaine influence pour qu'ils proposent le poste au jeune garçon manqué que j'étais. Voyez-vous, personne n'aurait imaginé qu'un adolescent comme moi puisse travailler dans un service comptable, excepté Madame Williams. Je sais que tous mes amis et ma famille ont fait les expressions les plus étranges quand je leur ai parlé de mon nouveau travail. Mon intérêt pour l'informatique et la programmation a peut-être aidé, d'ailleurs, mais je ne pense pas que ce fut vraiment déterminant. Quoi qu'il en soit, j'ai eu de la chance avec ce poste. Bill Gillard, le comptable de l'entreprise et, comme je l'ai appris bien plus tard, par coïncidence un très bon ami de la matriarche Madame Mary Williams, m'a pris sous son aile. Après une très courte période, il m'a envoyé suivre une formation comptable à temps plein dans un collège technique local. Dans ces cours, à ma surprise, la plupart de mes camarades étaient beaucoup plus âgés que moi. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que bientôt certains d'entre eux ont commencé à me demander d'être leur partenaire d'études. Mon talent pour les mathématiques s'est avéré plus grand que je ne l'avais jamais réalisé. Le résultat de mes études fut qu'en quelques années, je suis devenu numéro 2 du service comptable de mon employeur, travaillant directement sous la direction et recevant le mentorat de Bill Gillard, et je dois ajouter que j'ai dépassé de nombreux employés beaucoup plus âgés et expérimentés. Étonnamment, peu d'entre eux semblaient offensés de se retrouver soudainement subordonnés à un homme à peine sorti de l'adolescence. Peut-être est-ce parce que je ne devenais pas arrogant lorsque l'un d'eux commettait une erreur, et généralement, je pouvais résoudre la situation sans faire d'histoire. Quoi qu'il en soit, le poste que j'ai occupé si jeune signifiait que je n'ai jamais vraiment manqué d'argent au début de ma vingtaine, mais d'un autre côté, mon style de vie mondain impliquait que je dépensais presque aussi vite que je gagnais. C'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas remarqué que Gloria était une compagne si précieuse pendant notre fréquentation. Après que Gloria eut donné naissance à notre deuxième fille, les choses ont vraiment commencé à se dégrader. Je vous ai déjà dit que Gloria était dispendieuse et souffrait de grandiloquence. Eh bien, après l'arrivée de Déborah dans la famille, Gloria a commencé à dépasser toutes les limites. Bien qu'elle fût femme au foyer, Gloria voulait que nous engagions une gouvernante pour aider à s'occuper des filles. Je ne pensais pas que nous pouvions nous le permettre, et Gloria m'a traité d'avare qui voulait qu'elle s'épuise à s'occuper de nos enfants. Pendant un certain temps, ce fut une véritable guerre à la maison. Pour être juste, Gloria se plaignait d'être confinée à la maison depuis la naissance de Pamela, mais j'attribuais cela à son nouveau statut de mère. La situation n'a vraiment éclaté qu'après l'arrivée de notre seconde fille, Déborah. Finalement, Gloria a proposé de reprendre le travail, au moins en partie, pour payer une gouvernante. Cela me semblait une solution pacifique et pendant un moment, après avoir traversé les formalités de recrutement d'une gouvernante, les visites de vénérables inspectrices et les formulaires à remplir, la maison retrouva sa tranquillité. Inga, notre jeune gouvernante suédoise, j'insiste sur le mot ravissante, est arrivée quelques semaines plus tard, et Gloria a repris son travail à temps partiel dans l'entreprise où elle travaillait avant la naissance de Pamela. Nos deux filles, même si Déborah était trop jeune pour s'en rendre compte, se sont immédiatement attachées à Inga, qui semblait les adorer. Je n'ai jamais entendu Inga se plaindre,
comme le faisait Gloria, des exigences des enfants. Certains soirs, Inga passait plusieurs heures dans la chambre des enfants, chantant doucement pour les endormir. Je m'entendais à merveille avec Inga, quel homme ne s'entendrait pas avec elle? Inga était fort agréable à regarder, pour dire les choses avec délicatesse. La fille suédoise classique que nous avons l'habitude de voir dans les films, et sa présence dans la famille avait une dimension clairement comique. Et je ne parle pas de la façon dont Inga déformait la langue anglaise. En fait, son anglais parlé s'est considérablement amélioré après seulement quelques semaines avec nous. La présence d'Inga dans la rue avec nous ou lors de nos courses familiales au supermarché suscitait la plupart des rires. C'était amusant pour moi d'observer comment les jeunes hommes, et très souvent des hommes mûrs qui auraient dû savoir se tenir, heurtaient les lampadaires et s'entrechoquaient avec leurs chariots car leur regard était fixé sur Inga plutôt que sur leur chemin. Le genre de divertissement qu'on peut avoir de nos jours en regardant ces distraits concentrés sur leur téléphone en marchant. Plus sérieusement, un jeune homme a percuté l'arrière d'un bus à vélo et un autre a fait une chute spectaculaire de sa planche à roulettes dans les escaliers, prouvant qu'on ne peut pas réaliser des figures tout en admirant une charmante demoiselle suédoise. En fin de compte, la présence d'Inga avait aussi un aspect plus sérieux. Malheureusement, après 3 ou 4 mois, elle a décidé de me faire part de ses préoccupations, de manière peu subtile d'ailleurs, mais lors d'une conversation privée, concernant certains jours où elle devait s'occuper des enfants bien plus longtemps que ce qui était stipulé dans son contrat, ce qui, soit dit en passant, ne représentait pas beaucoup plus d'heures que celles que Gloria devait travailler. Bien qu'Inga semblât toujours heureuse d'aider avec les enfants la plupart des soirs, étant donné son affection évidente pour eux, sa plainte aurait pu paraître étrange si ce n'était pour le fait qu'Inga laissait également entendre, encore une fois peu subtilement, que ces jours particuliers, Gloria montait et descendait d'une voiture inconnue en allant et en revenant du travail. Il était assez évident que la plainte d'Inga n'était qu'un moyen d'attirer mon attention sur ce qu'elle pensait que je devais savoir. La voiture ne m'inquiétait pas au début car Gloria m'avait précédemment informé qu'elle partageait parfois le trajet avec une collègue à temps partiel et amie de longue date. Comme je l'ai dit, Gloria était retournée travailler dans la même entreprise qu'avant sa grossesse avec Pamela et gardait contact avec tous ses anciens collègues. Mais ensuite, Inga semblait suggérer que l'amie de Gloria avec qui elle se déplaçait avait parfois accès à 2 véhicules différents et, de plus, les jours où Gloria rentrait très tard du travail, cette amie semblait mystérieusement changer de genre. Inga était très gentille, en réalité. Elle m'expliqua plus tard, en utilisant beaucoup plus de mots et en tournant plusieurs fois autour du pot, que sa mère avait trompé son père quand elle était petite. Par conséquent, Inga se sentait obligée de me confier ses soupçons concernant un comportement similaire de la part de Gloria. Les jours en question, suite aux confidences d'Inga, je pris plusieurs jours de congé et acquis rapidement la conviction que ma Gloria entretenait une liaison secrète avec l'un des cadres de son bureau. Peu après avoir acquis cette certitude, un tournant inattendu survint lorsque je confrontai mon épouse au sujet de son infidélité. Gloria ne fut nullement surprise lorsque je lui révélai être au courant de la situation. En réalité, elle aurait pu être étonnée, mais Gloria semblait simplement indifférente. Elle se contenta de répéter que j'étais un avare, ajoutant que j'étais également ennuyeux, ou des mots similaires, pour ne pas être plus vulgaire. Gloria m'informa ensuite qu'elle emménagerait bientôt avec son compagnon bien plus généreux, dès qu'elle pourrait l'organiser. De plus, elle affirma qu'elle emmènerait les enfants et Inga avec elle. Gloria et les enfants s'installèrent effectivement chez ce méprisable individu dès le lendemain, bien que Gloria fût quelque peu surprise de constater qu'Inga ne les accompagna pas. Non, Inga ne resta pas avec moi. L'agence de garde d'enfants la transféra dans une autre famille le jour même. Bien qu'elle vînt souvent me rendre visite, elle était toujours accompagnée d'une escorte appropriée. En l'occurrence, il s'agissait d'une certaine Agda, une autre jeune Suédoise, également nounou et apparemment la meilleure amie d'Inga au Royaume-Uni. Mais vous entendrez parler de ces 2 jeunes femmes plus tard. Je ne voudrais pas que quiconque pense que je suis resté là, stupéfait, à tout encaisser pendant ma confrontation avec Gloria. Bien au contraire. En fait, j'ai répondu verbalement autant que Gloria m'en a dit. Plus même, car j'avais, après tout le répertoire standard à disposition concernant ce genre de situation délicate. La seule arme de Gloria semblait être qu'elle ne pensait pas que je gagnais assez d'argent pour lui offrir le style de vie luxueux qu'elle aurait préféré. De manière quelque peu inattendue, Gloria ne choisit pas de m'humilier sur mes performances intimes.
Cela m'a vraiment surpris. On m'a informé de sources sûres que c'est généralement l'arme de prédilection dans l'arsenal d'une épouse infidèle, et je suis certain que c'est la destruction favorite de l'ego. En fait, bien plus tard, Gloria dit. Non, j'y reviendrai plus tard, si l'occasion se présente. Bien sûr, la situation aurait pu dégénérer en conflit physique. J'étais particulièrement contrarié par Gloria, et après tout, chacun a ses limites de tolérance. Si ce n'était pour les avertissements d'Inga qui m'avaient spécifiquement conseillé de garder mon calme et de ne pas laisser les situations échapper à tout contrôle. Qui sait ce qui aurait pu se produire? Manifestement, dans une situation très similaire, le père d'Inga n'avait pas su maîtriser ses émotions. En conséquence, il s'était retrouvé avec un casier judiciaire pour agression ou comportement conjugal inapproprié, ou peu importe comment on qualifie en Suède les époux qui dépassent les limites d'un comportement raisonnable. Naturellement, cela avait anéanti ses chances dans la bataille pour la garde des enfants qui s'en était suivie. Le divorce s'est révélé être une affaire des plus complexes, c'est le moins qu'on puisse dire, et particulièrement longue. Principalement parce que je n'allais pas laisser mes enfants vivre sans combattre avec cet individu peu recommandable qui entretenait une liaison avec mon épouse depuis Dieu sait combien de temps. Gloria ne voulait pas non plus perdre la garde ni le contrôle des enfants, et à un moment, elle a même tenté de convaincre le tribunal que les filles n'étaient pas les miennes. Mais elle avait oublié que le tribunal ne se contenterait pas d'accepter ses paroles comme vérité, et le juge a ordonné que les tests ADN appropriés soient effectués. Cela m'a fait réfléchir. Depuis combien de temps Gloria me trompait-elle avec ce malotru? Ses pensées ne sont guère propices à l'estime de soi, je peux vous l'assurer. Pour ce que ça vaut, sur le long terme, Gloria s'est peut-être tiré une balle dans le pied en faisant cette déclaration. Les juges n'apprécient guère qu'on les induise en erreur. La bataille pour la garde était toujours en cours le jour où je me suis rendu à cet entretien, et elle s'est révélée extrêmement coûteuse. C'est pourquoi j'avais besoin d'un salaire conséquent pour payer tous ces parasites juridiques à double face. Il est communément admis au Royaume-Uni qu'une mère est la personne la plus apte à élever des enfants, bien entendu, à condition qu'elle ne soit pas dépendante à l'alcool ou aux substances illicites, et que le père ne dispose pas de ressources financières nettement supérieures pour faciliter certaines démarches. Maintenant, je sais que c'est une longue histoire, mais c'est la raison pour laquelle je me trouvais à cet entretien ce jour-là, avec la bénédiction de mon patron actuel, d'ailleurs. C'était Bill Gillard qui m'avait suggéré de postuler pour un poste offrant une échelle de salaire bien supérieure à ce qu'il pouvait jamais m'offrir. Nous étions 5 présélectionnés par Goldberg & Son pour 2 postes, directeur du département comptable et son assistant. Selon Bill Gillard, les 2 précédents employés de ces postes. En bref, ils ont financé leur relation et leur disparition ultérieure ensemble aux dépens de l'entreprise. Mais c'était une information officieuse et Bill m'avait fait jurer de garder le secret. Nous avons été convoqués, avec 3 autres hommes et une femme, au bureau de Goldberg à 10 heures ce matin-là. Les 5 que nous étions sommes restés ensemble, à nous tourner les pouces dans une sorte de salle d'attente. Nous étions sous la surveillance de Jill Sanson jusqu'à presque 11 heures, quand 3 membres du jury d'entretien ont daigné se présenter. Il s'agissait du directeur comptable, du responsable des ressources humaines qui se faisait appeler le chef des RH, et de Jack Goldberg lui-même. Les 2 autres m'importaient peu, mais j'avais la forte intuition que Jack Goldberg me rejetterait d'emblée comme candidat potentiel. Ou du moins, dès qu'il comprendrait qui j'étais. Naturellement, ils sont entrés dans la pièce en nous accordant à peine un regard. Jill était assise à une table de l'autre côté de la pièce, et elle était le genre de femme qui ne laisse pas les hommes indifférents. Je dois ajouter que la candidate était charmante aussi, mais je pense que la secrétaire l'emportait au point. Quoi qu'il en soit, pendant que les 2 autres saluaient la ravissante mademoiselle Sanson, Jack Goldberg a fait un bref mouvement dans ma direction. J'ai hoché la tête en essayant de sourire poliment, lui souhaitant le bonjour. Il a marmonné une réponse. Puis, après m'avoir lancé ce que je ne peux décrire que comme un second regard interrogateur, les 3 sont entrés dans la salle de conférence où devaient se tenir les entretiens, fermant la porte derrière eux. Une éternité s'est écoulée avant que le responsable RH ne sorte pour une brève conversation chuchotée avec la secrétaire. J'ai remarqué qu'ils ont jeté 2 fois un coup d'œil dans ma direction pendant qu'ils parlaient. À cet instant, j'ai réalisé que je gaspillais vraiment une très belle journée ensoleillée. Peu après, une sonnerie a retenti quelque part sur le bureau de Jill et elle a invité le premier candidat à entrer dans la salle d'entretien.
L'homme y est resté environ une demi-heure, je ne comprenais vraiment pas de quoi il pouvait parler aussi longtemps. Après tout, c'était le troisième et dernier entretien. Nous avions déjà abordé toutes les banalités lors des deux précédents. D'après ce que j'avais compris, cette rencontre visait à déterminer lequel des deux candidats Goldberg approuverait, et je tenais pour acquis que je n'en ferais pas partie. L'un des autres candidats, qui semblait quelque peu nerveux, tenta d'engager la conversation avec nous. Seule la candidate et moi avons répondu. Je pense qu'elle était simplement polie, et l'autre type s'est contenté de ricaner. Personnellement, cela m'importait peu à ce stade. Pour être honnête, j'étais encore là à essayer de satisfaire Bill Gillard. Le vieux grand-père était comme un second père pour moi et il aurait été contrarié si je n'avais pas participé à tout cela. Le second candidat, le type nerveux, n'est pas resté aussi longtemps que le premier dans la salle d'entretien. Environ 10 minutes plus tard, il est ressorti l'air abattu. Puis un troisième candidat fut invité. Il arborait, comment dire, un air condescendant en regardant la candidate et moi avant d'entrer. Vous savez, comme s'il savait déjà qu'il avait le poste et que cet entretien n'était qu'une formalité. L'individu est resté une bonne quarantaine de minutes et quand il est ressorti, son expression était celle du chat qui a trouvé la crème. Quoi qu'il en soit, il avait l'air d'un homme qui savait qu'il avait une tâche à accomplir et que c'était réglé. La secrétaire invita ensuite Vernia Poole à entrer. Elle m'adressa un doux sourire avant de disparaître derrière l'imposante porte en chêne. J'avoue avoir souhaité un instant ne pas obtenir le poste. Je pressentais que ce responsable des ressources humaines aux intentions peu professionnelles ne laisserait pas partir Vernia Poole si facilement. En effet, j'avais remarqué sa façon de la regarder lors des entretiens précédents et, ayant moi-même été quelque peu séducteur par le passé, disons que je pouvais deviner ses pensées. Vernia ressortit précipitamment 20 minutes plus tard. Son sourire m'indiqua que, sous réserve de la vérification des références, elle rejoindrait certainement bientôt l'équipe de Goldberg. Curieusement, elle me sourit à nouveau et dit « à bientôt » avant de quitter le bureau. Je compris alors que Vernia imaginait peut-être me revoir en ville ou quelque chose comme ça. Je ne portais plus mon alliance et j'avais remarqué qu'elle ne portait aucune bague non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Graham, concentre-toi sur la raison de ta présence ici, me souffla une petite voix au fond de mon esprit tandis que Vernia disparaissait dans le couloir. Allons donc, tu sais que c'est une perte de temps totale. Autant tirer quelque chose de cette journée, répondit ma conscience. Et tu penses pouvoir flirter avec elle quand ils t'auront refusé le poste? Rétorqua la voix. Monsieur Spark, veuillez entrer, m'interrompit dans mes réflexions la charmante Jill Sanson. Étonnamment, le directeur des RH était assis au centre, avec le directeur comptable à droite et Goldberg à gauche. Le siège de Goldberg était légèrement écarté de la table. Le directeur des RH posait toutes les questions pendant que Goldberg me regardait comme si je venais d'une autre planète. Les questions étaient prévisibles, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'avais déjà répondu à la plupart, soit par écrit sur ma candidature, soit lors des entretiens précédents. Mais pendant tout ce temps où je répondais à nouveau, je sentais le regard perçant de Jack Goldberg. Finalement, il daigna prendre la parole. « Monsieur Spark, votre visage me semble très familier, mais je n'arrive pas à me souvenir d'où. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Ça commence, pensai-je. J'imaginais comment les prochaines minutes allaient se dérouler. Oui, monsieur K.O. Goldberg. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois par le passé, il y a quelques années, lorsque Kinella et moi nous fréquentions. Étrange, je ne me souviens pas de ce nom. Goldberg commença à parler, se penchant en arrière dans son fauteuil en plissant les yeux pour mieux observer. Vernia m'avertit et poursuivit. Jerry Hartwell, le directeur des RH, il prend un verre au bar. Bon sang, il vient par ici. Je suis navré si notre rencontre vous met dans une position délicate, Vernia, parvins-je à murmurer avant que l'ombre de Hartwell ne recouvre la table. Vernia, monsieur Spark, c'est agréable de vous voir faire connaissance. Puis-je me joindre à vous? Demanda Hartwell. Puis, sans attendre de réponse, il s'installa sur le siège à côté de Vernia et déposa l'enveloppe sur la table devant elle. Votre invitation officielle à rejoindre le personnel de l'entreprise, Vernia. Pour le poste dont nous avons parlé plus tôt, lui sourit-il. Puis il se tourna vers moi. Monsieur Spark, puis-je vous appeler Graham? Je suppose que j'ai acquiescé en réponse. Graham, notre rencontre ici est très opportune.
Je dois vous présenter des excuses de la part de M. Goldberg. Permettez-moi d'expliquer. Jack ne mélange jamais vie privée et affaires. Enfin, du moins, il ne le fait plus. Mais votre présence aujourd'hui l'a pris au dépourvu et l'a déstabilisé. Jack regrette sincèrement s'il a involontairement laissé entendre que vous auriez pu avoir un quelconque lien avec, ce que certains considèrent comme une association non conventionnelle. Monsieur Goldberg ne savait pas que vous seriez si, sensible à ce sujet. Mais vous en savez probablement plus sur eux que lui. Pour être honnête, je ne comprenais pas vraiment de quoi parlait Hartwell. Mais soudain tout devint clair. Il pensait que j'avais quitté l'entretien parce que Goldberg avait sous-entendu que j'étais membre des Hells Angels. Cependant, faisant abstraction des conséquences malheureuses de l'erreur de Jack, que William Gillard nous assure être totalement hors de son caractère habituel, nous souhaiterions tout de même vous offrir le poste de directeur de département. Avec Vernia ici présente comme votre adjointe, bien entendu. Il déposa alors une autre enveloppe sur la table devant moi. Vernia choisit ce moment pour saisir son enveloppe et commencer à l'ouvrir. Mais Jerry Hartwell posa sa main sur son bras avant qu'elle ne puisse en extraire la lettre. Écoutez, je pense qu'il est juste d'expliquer pourquoi ces deux postes se sont retrouvés vacants simultanément. Si vous acceptez l'offre, vous comprendrez certainement que vous serez tous les deux étroitement surveillés pendant un certain temps. Je voulais en informer tous les candidats dès le début, mais on m'en a dissuadé. Vous comprendrez bientôt pourquoi, mais je vous en prie, ne me forcez pas à en parler maintenant. En fait, les précédents employés à ces postes ont falsifié les comptes ensemble. Tous deux étaient mariés et nous avons découvert qu'ils entretenaient une liaison intime depuis plusieurs années. Ils ont fini par s'enfuir avec une part considérable du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Jack Goldberg a dû injecter beaucoup d'argent dans l'organisation pour éviter la faillite. Le comptable de l'entreprise aurait sûrement dû remarquer quelque chose d'inhabituel, ai-je demandé. On pourrait le penser, n'est-ce pas? Les comptes bancaires de l'entreprise se sont retrouvés considérablement à découvert, mais malheureusement, le directeur en charge de notre comptabilité à l'époque était souffrant pendant la majeure partie de l'année dernière, et la personne à votre poste, Graham, a en quelque sorte assuré l'intérim. Cela lui a donné ce qu'on pourrait appeler une opportunité en or. Il a vidé l'entreprise en 7 mois avant de disparaître, avant que la banque ne s'inquiète trop. En emmenant votre bien-aimé avec vous, je suppose, demanda Vernia. Oui, ils se sont tous deux volatilisés. On les a vus pour la dernière fois embarqués sur le ferry pour le Danemark à Harwich. La police n'a aucune idée de l'endroit où ils sont allés ensuite. Tout a été classifié car, ce n'était pas seulement Goldberg et fils qui étaient menacés, mais toutes les autres entreprises dans lesquelles Jack était impliqué. Jack a été contraint d'emprunter des sommes importantes à la plupart d'entre elles pour maintenir l'entreprise à flot. Je voulais vous en informer à l'avance car votre travail quotidien sera scruté pendant un certain temps. Tous les candidats ont été contrôlés, bien sûr, et je suppose que c'est pour cela que Jack a été si surpris de découvrir qui vous étiez, Graham. À propos, Jack Goldberg a été complètement absent du processus de recrutement jusqu'à présent, pour des raisons qui deviendront évidentes ultérieurement. Malheureusement, sa supposition naïve que quiconque conduisant une moto devait être membre des Hells Angels l'a poussé à réagir ainsi. Vous êtes sûr? J'aurais pensé que c'était parce que je fréquentais Ellie. Non, je pense que Jack Goldberg a tiré les leçons de cette expérience. Maintenant, il évite complètement d'interférer dans la relation de Canella. Madame Reese Goldberg, en revanche, c'est une toute autre histoire. Je soupçonne qu'elle continue d'intervenir, mais Canella semble tout reprocher à ses parents. Maintenant, elle est livrée à elle-même. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Désolé, Graham, mais je ne pense pas qu'il soit de mon ressort de discuter des problèmes de Canella, particulièrement dans ces circonstances. Que Hartwell ait eu l'intention d'éveiller ma curiosité ou non, il y était parvenu. Il faisait allusion à quelque chose, et je voulais savoir de quoi il s'agissait. Quelles circonstances? Ai-je demandé. Pendant une seconde ou deux, Hartwell parut embarrassé, ou peut-être honteux d'en avoir trop dit, mais il se reprit rapidement. Si vous avez jadis courtisé Canella, Graham, je suppose que Jack et Madame Goldberg n'approuvaient pas. Hartwell sourit. Vous pouvez parier qu'ils n'approuvaient pas. J'ai répondu avec un sourire. Mais comment le savez-vous? Graham, quelque chose vous a fait quitter cet entretien précipitamment,
Et si ce n'était pas à cause de la remarque de Jack sur les Hells Angels, alors que pourrait-ce être d'autre? Quoi qu'il en soit, disons que Jack Goldberg a au moins appris à ne plus interférer dans la vie sentimentale de Canella à l'avenir, et je suppose, à ne plus jamais mêler famille et affaires. Vous me laissez perplexe, monsieur Bojot Hartwell. Graham, si vous acceptez l'offre, je suis certain que vous comprendrez très bientôt la situation. Ce n'est pas mon rôle de partager des informations si personnelles. Je vais maintenant vous laisser, Vernea et vous, examiner vos propositions. Je serai ravi que vous nous fassiez savoir si vous les acceptez demain matin. Monsieur Hartwell, si Graham refuse, avec qui devrais-je travailler? Demanda Vernea. John Trent, le troisième candidat que nous avons vu aujourd'hui, est juste devant vous, Vernea. Oh non. Eh bien, je suis certain que vous travaillerez avec Graham. Une proposition comme celle-ci ne se présente pas souvent. Graham, je peux vous l'assurer. Bon déjeuner. Soudainement, Hartwell partit et Vernea resta assise à me regarder. Allez, ouvre-la. Écoute, Graham, si tu ne prends pas ce poste, alors moi non plus. Je ne vais pas travailler avec cet arrogant personnage, peu importe combien j'ai besoin d'argent. J'ai ouvert la lettre et l'ai rapidement parcourue jusqu'à atteindre la partie financière. Les chiffres m'ont tellement stupéfié que j'ai dû rester assis là, bouche bée, fixant cette ligne. La Terre appelle Major Tom. Réception. Vernea m'a ramené sur Terre. Bon sang, ai-je répondu. Ah oui, mais n'oublie pas, ce n'est qu'un contrat de 3 mois pour commencer. Pardon? C'est bien le salaire que tu regardes, non? Poursuivit Vernea. Eh bien, nos contrats ne sont que de 3 mois au début. Je suppose qu'ils prennent leurs précautions après. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je dois l'avoir remarqué inconsciemment à ce moment-là, mais ce n'est que plus tard, en parlant avec Bill Gillard, que j'ai réalisé que bien que Vernea ait ouvert sa proposition, elle ne l'avait pas vraiment lue. Je ne suis pas certain, mais dans mon souvenir, elle était assise tenant la lettre devant elle comme si elle la lisait, mais ses yeux étaient rivés sur mon visage pendant que je lisais la mienne. Je ne l'ai réalisé que lorsque Bill Gillard m'a informé que le directeur en charge des comptes Goldberg était apparemment prêté par T, un cabinet comptable local. Soudain, je me suis souvenu que Vernea avait mentionné qu'elle travaillait actuellement pour un cabinet comptable local. Bien que ce ne soit rien d'inhabituel, j'essayais simplement de me rappeler si Vernea avait mentionné le nom de l'entreprise pour laquelle elle travaillait actuellement. Bill continuait de parler de l'excellente opportunité que Goldberg m'offrait et m'assurait que si les choses ne fonctionnaient pas, il y aurait toujours une place pour moi dans le département quand je lui ai demandé s'il connaissait Vernea Poole. Bill semblait connaître chaque comptable de valeur dans un rayon de 80 km. Il avait certainement entendu parler de John Trent, celui que Vernea n'appréciait pas particulièrement. Apparemment, le club de golf de Bill avait comme condition d'adhésion d'être comptable. Vernea Poole, oui bien sûr. Je pense que ce doit être la fille de Reggie Poole. Il ne peut pas y avoir beaucoup de Vernea, n'est-ce pas? Reggie Poole est l'un des associés chez T. Bill m'a souri. Et, c'est la fille qu'il prévoit comme ton assistante? Si c'est le cas, alors tu as de la chance, mon gars. Reggie dit qu'elle connaît vraiment son affaire. Oui, ça doit être elle. On dirait que j'ai été suivi depuis le tout début, ai-je répondu, probablement avec un peu de colère. Et, attends, Graham. Ne te fâche pas. Je sais que Reggie pense que Vernea ira loin, mais pour des raisons évidentes, il ne peut pas. Tu sais, lui donner l'avantage et merci. Cela laisserait la place aux autres associés de faire de même avec certains de leurs enfants. Eh bien, disons simplement que certains d'entre eux ne dureraient pas longtemps à travailler ici pour moi. Non, ce qu'il faut retenir, Graham, c'est qu'après leur dernier petit fiasco, Goldberg et fils recherchent l'honnêteté absolue. Quand ils m'ont demandé conseil, je t'ai suggéré. Ils ont probablement fait de même avec T et quelqu'un là-bas a dû suggérer Vernea. Je dirais que vous avez été choisis tous les deux parce que vous ne vous étiez jamais rencontrés auparavant. Et peut-être aussi pour vous surveiller mutuellement. Avant que je ne puisse entrer dans la maison, Inga et Agda sont entrés par la porte d'entrée. Inga n'a jamais rendu la clé de la maison et pour une raison inexpliquée, je n'ai pas pensé à la lui demander. D'ailleurs, cela pourrait s'expliquer par le fait qu'Inga venait discrètement à la maison pendant la journée, faisait le ménage et lavait mes vêtements, etc. Et ma foi, quand sa vie sociale le permettait, Inga était tout simplement une excellente cuisinière.
Je n'osais jamais m'arrêter prendre un verre en rentrant du bureau, au cas où les filles préparaient quelque chose de délicieux dans la cuisine. Écoutez, je ne suis pas un chef cuisinier. Je ne l'ai jamais été. C'est peut-être pour cela qu'Inga et Agda veillaient à ce que j'ai de bons repas faits maison plusieurs soirs par semaine et les 2 jours du week-end. Bien sûr, il faut ajouter le fait qu'aucune des filles n'était particulièrement satisfaite des maîtres pour lesquels elles travaillaient à l'époque. Elles se présentaient aussi régulièrement à la maison avec des prétendants potentiels. Je pense que mon vote déterminait si les garçons auraient droit à un second rendez-vous ou non. Où en étais-je? Je me suis encore perdu dans des détails insignifiants, n'est-ce pas? Ah oui, Inga était enthousiaste à propos de l'offre d'emploi. Évidemment, elle comprenait ma situation concernant la bataille pour la garde des enfants et à ce stade, c'était elle, plus que quiconque, qui m'encourageait à poursuivre le combat. Ayant décidé d'accepter l'offre de Goldberg, j'ai invité les 2 filles à un dîner raffiné pour célébrer. Malheureusement, cela a irrité leurs employeurs car je les ai ramenés bien après minuit, qui se sont plaints à l'agence de nounou, qui à son tour a réprimandé les 2 filles et informé leurs parents. Étrangement, cela n'a pas eu l'effet escompté car j'avais rencontré le père d'Inga plusieurs fois lorsqu'elle travaillait pour nous et il me considérait comme une personne fiable. Apparemment, il connaissait bien les parents d'Agda et donc l'agence s'est pratiquement fait dire de ne pas se mêler des affaires des autres, du moins selon Inga. Au final, Inga et Agda ont complètement quitté l'agence, mais nous en reparlerons plus tard. Accepter ce poste n'était vraiment pas une décision difficile car j'avais besoin d'argent supplémentaire. Le lendemain matin, j'ai appelé Jerry Hartwell pour accepter formellement l'offre. L'augmentation extraordinaire de salaire était exactement ce dont j'avais besoin pour continuer à me battre pour la garde de mes enfants. Fait quelque peu singulier, je dois ajouter que Jerry Hartwell manifestait un vif intérêt pour mon affaire judiciaire dès le début de notre connaissance. Rétrospectivement, je n'étais toujours pas certain de l'importance à accorder à son intérêt pour mes difficultés personnelles, bien que ce fût rassurant lorsqu'il m'informa qu'en cas d'embauche, l'entreprise m'apporterait un soutien moral et une assistance maximale. Il détailla les horaires flexibles de l'entreprise, mis en place pour aider les mères célibataires, et expliqua avec un sourire que cette même flexibilité s'étendait aux pères célibataires. Mes premiers jours chez Goldberg furent un véritable calvaire. Vernia et moi devions comprendre le fonctionnement du complexe ainsi que les pratiques comptables de l'entreprise. Nous nous interrogions également entre nous sur l'éventuelle implication d'employés dans les manœuvres de nos prédécesseurs. Selon les employés de Takes qui s'étaient chargés de rectifier la situation, aucune preuve d'implication n'avait été trouvée. Mais Vernia et moi y réfléchissions souvent. Je crains qu'il y ait toujours des personnes dans n'importe quel service avec lesquelles on ne se sentira jamais totalement à l'aise, compte tenu de l'historique de ce département. Disons simplement qu'il y avait quelques employés avec lesquels Vernia et moi ne nous sommes jamais sentis en confiance. La plupart d'entre eux ont démissionné dans les 6 mois qui ont suivi. Jack Goldberg nous a rattrapés, Vernia et moi, un midi peu après notre arrivée et a insisté pour nous emmener déjeuner avec Jerry Hartwell et plusieurs autres membres du conseil. Il n'a pas été question d'Ellie ni de la scène désagréable que j'avais provoquée lors de l'entretien. Goldberg voulait simplement savoir comment nous nous adaptions. Le reste de la conversation pendant le déjeuner fut sans importance, excepté Jerry Hartwell qui me demanda discrètement des nouvelles de mes batailles juridiques sur le chemin du retour au bureau. Après quelques semaines, la routine s'est installée au bureau. Tout le monde semblait savoir ce qu'il faisait et une fois que Vernia et moi avons appris à connaître tout le monde et compris nos responsabilités, les choses sont devenues plutôt monotones. Mais un jour, 5 ou 6 semaines après notre arrivée, Vernia est entrée dans mon bureau avec 2 tasses de café. C'était sa façon habituelle de signaler qu'elle voulait discuter de quelque chose ou qu'elle avait entendu quelques rumeurs de bureau sans conséquence. Vernia adorait les commérages. « Graham, ce Roger Surge, l'homme que tu as remplacé, sais-tu qui il était ?» demanda-t-elle en me tendant le café et s'installant dans son fauteuil habituel. Pour les enfants. Vernia admit que, comme moi, il avait été pris au dépourvu et, non, je n'ai jamais entendu parler de lui, répondis-je. Ce qui était vrai. Je n'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à ce que Bill Gillard me dise qu'il avait falsifié les livres de la société Goldberg et s'était enfui avec une somme considérable. Mon Dieu, tout le monde gardait ça secret. Tu n'aimerais pas ça, Verne? L'interrompis-je en plaisantant. Heureusement, Vernia et moi nous entendions très bien et une bonne complicité s'était rapidement développée entre nous.
Elle était la première à se plaindre d'être plutôt exubérante. Des allusions délicates s'immisçaient parfois dans nos conversations, mais nous savions tous les deux que c'était pour rire et uniquement lorsque la porte du bureau était bien fermée. Non, arrête de plaisanter, Graham, c'est sérieux. Ce n'est pas juste. Je pense vraiment qu'ils auraient dû te dire ça avant de t'offrir le poste. Son expression et le ton de sa voix m'indiquaient que, quelle que soit la rumeur qu'elle avait entendue, Vernia la considérait comme sérieuse. D'ailleurs, tout ce qui concernait Roger Surge et la société Goldberg devait être assez grave. Il avait failli mettre l'entreprise à genoux. D'accord, ma belle, crache le morceau. Quel sombre secret as-tu déterré? Lui souris-je en retour. D'accord, tu l'as cherché. Sans détour. Ton ancienne petite amie, Canella Goldberg. Eh bien, depuis 6 ou 7 ans, elle s'appelle Madame Canella Surge. Tu plaisantes? Non, vraiment. Roger Surge était le gendre du vieux Goldberg et donc le mari de ton ancienne petite amie. Doux Seigneur, oui, tu peux le dire. Et c'est probablement pour ça qu'ils ne l'ont jamais poursuivi après que les directeurs financiers ont eu une crise cardiaque. Ils pensaient que puisqu'il faisait partie de la famille et, soit dit en passant, était censé prendre sa place après sa retraite, il n'était pas nécessaire de surveiller le scélérat. Mon Dieu! Pauvre Ellie! Oh! Mais ce n'est pas tout, Graham. La rumeur dit que Canella n'a épousé ce vaurien que parce que papa et maman le trouvaient convenable. Ça explique un peu pourquoi Goldberg a essayé de rester en dehors de R et peut-être plus précisément de ton embauche, non? Roger Surge était le favori de Jack Goldberg. Ça n'a pas de sens. Pourquoi prendrait-il le risque de s'enfuir avec une fortune alors qu'il aurait pu avoir accès à tous les millions de Goldberg à long terme? Ellie est fille unique. Peut-être est-ce lié au fait que Canella a découvert sa liaison secrète avec son assistante. Ellie était-elle au courant de leur relation? Je ne sais pas si elle connaissait précisément l'identité de la personne. Mais certaines filles sont persuadées que Canella avait des soupçons. Canella a commencé à apparaître au bureau de façon totalement inattendue. Elle amenait toujours ses enfants avec elle. L'opinion générale était qu'elle essayait d'éveiller la conscience du scélérat. Canella s'efforçait de demander à Mary comment allaient ses propres enfants. Et ces imprudents n'ont pas saisi l'allusion et n'ont pas cessé. Il semblerait que non, n'est-ce pas? Je suppose que Roger Surge a décidé que sa meilleure option était de faire profil bas pendant un moment et d'accumuler autant d'argent que possible. Puis de prendre l'argent et de s'enfuir avant que Canella ne découvre la vérité et ne le jette à la rue. Je ne pense pas que Jack Goldberg apprécierait beaucoup cela, n'est-ce pas? Pauvre Jack. Malgré tout pourquoi sympathises-tu avec Jack Goldberg? Je ne sais pas. Peut-être pensait-il que son argent achèterait à sa fille un bon mari aux bonnes manières. Plutôt aux mauvaises manières. As-tu vu le dossier personnel de Surge? Non, et toi? Eh bien, il y a une copie non autorisée qui circule quelque part dans le bureau. Tu sais, la plupart des employés ici pensaient qu'ils allaient perdre leur emploi confortable, et pendant un moment il y avait une mentalité de justicier du genre, trouvons Mary. Sans plaisanter, s'il avait été découvert, je suis sûr qu'il y aurait eu du sang versé. Et Ellie? Comment a-t-elle survécu à tout cela? Qui sait? Personne ne l'a vue depuis la disparition de Roger Surge. Enfin, personne que je puisse trouver au bureau. On dirait que tu devras demander à son père à ce sujet, Graham. Tu plaisantes. Pourquoi en aurais-je besoin? Oh, arrête, Graham. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous il y a de nombreuses années, mais quoi que ce soit, je dirais que c'est une affaire inachevée dans l'esprit de quelqu'un. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Ai-je demandé. Un peu émotif, je pense, à en juger par la réaction de Vernia. Au bon sang, Graham, je ne vais pas me disputer avec toi à ce sujet. Oublie que j'ai même mentionné cette femme. Puis, aussi rapidement qu'elle était entrée dans mon bureau, Vernia disparut à nouveau. Pendant plusieurs jours après notre petite conversation, Vernia s'éclipsait quand j'essayais de lui faire expliquer ses paroles. Après tout, j'ai dû l'oublier car nous avions du travail à faire. Bien que le travail fût ennuyeux, il y avait beaucoup de choses à faire chaque jour. Je passais la majeure partie de mon temps libre à rencontrer mes avocats et à m'inquiéter de l'évolution de mon affaire de garde d'enfants. Ah oui, et je passais d'agréables moments avec les jeunes Ingrid et Agda. Bien que j'aie presque l'âge d'être leur père, elles voulaient réfuter l'affirmation de Gloria selon laquelle j'étais un vieil ennuyeux.
même si je devais souvent décliner leurs tentatives d'organiser des rencontres avec moi. Bon sang, comment ces deux Suédoises parvenaient-elles à trouver autant de dames anglaises respectables? Je n'en ai aucune idée. Leur plan m'est rapidement apparu évident. Lorsque j'ai confronté les filles pour en discuter, elles ont été très franches sur leurs intentions. Comme l'a dit Ingrid, le juge sera ravi de voir que tu as une belle-mère aimante et attentionnée prête à s'occuper des enfants, Graham. J'étais convaincu qu'Ingrid avait probablement raison à ce sujet, mais malheureusement, il n'y avait aucune alchimie entre moi et les femmes qu'Ingrid et Agda me présentaient. Notez que quand je parle de moments agréables, je ne fais pas référence aux sorties nocturnes dans les boîtes de nuit locales. Bien que l'opéra et le ballet ne soient pas mes passions, j'y ai été initié, ainsi qu'au théâtre. On m'emmenait souvent au concert des Proms au Royal Albert Hall cet automne-là. Je n'ai jamais compris comment les filles obtenaient des billets pour tous ces événements. Ils ne devaient pas être bon marché. Quoi qu'il en soit, elles ne me l'ont jamais révélé. J'ai toujours payé tous les frais de transport, de restauration et de boisson. C'était le minimum que je puisse faire pour ces deux charmantes jeunes femmes qui, à défaut d'autre chose, essayaient de me remonter le moral et peut-être de maîtriser ma colère. Gloria et l'individu avec qui elle vivait, qu'elle présentait publiquement comme son fiancé alors qu'elle était encore mariée avec moi, rendait extrêmement difficile le maintien d'une relation saine avec mes filles. Techniquement, j'avais une ordonnance temporaire du tribunal m'accordant un droit de visite 4 fois par semaine. Mais Gloria et les représentants légaux de cet individu trouvaient constamment des moyens d'écourter ces visites ou souvent de les contourner complètement. Ces avocats devaient faire partie de leur stratagème car ils avaient toujours une explication plausible pour justifier ce qui n'allait pas lorsque mes avocats se plaignaient au juge. De mon point de vue, ils avaient aussi l'oreille du juge. Dès le début, on m'a dépeint comme un bourreau de travail contrôlant qui négligeait systématiquement sa femme et ses enfants. L'insinuation était que je ne voulais la garde des enfants que pour contrarier leur mère aimante. Si j'avais été plus avisé, j'aurais enregistré chaque conversation téléphonique entre Gloria et moi où nous négocions ou même discutions de mon droit d'accès. Alors le juge aurait pu réaliser que c'était Gloria qui ne cessait de modifier les règles du jeu, et non moi. Hélas, lorsque j'en pris conscience, il était déjà trop tard. Pour être franc, mon comportement au bureau s'est probablement quelque peu détérioré après chaque audience. De mon point de vue, la possibilité d'obtenir la garde des enfants s'amenuisait progressivement. Et pour aggraver davantage les choses, mon nouvel emploi signifiait que je disposais désormais d'un compte en banque bien plus garni, sur lequel les avocats de Gloria pouvaient se délecter. Je parle notamment des potentielles pensions alimentaires. Ces individus sont d'une redoutable intelligence et d'une rapidité déconcertante. Les avocats de Gloria ont exigé la divulgation de mes nouveaux revenus avant même que je ne les perçoive. Quoi qu'il en soit, telle était la situation ce mercredi matin, lorsque ma vie prit un tournant à 180 degrés. La veille au soir, j'avais assisté à un concert avec Ingrid et Agda, et étais rentré assez tard après avoir raccompagné les deux jeunes femmes. M'étant levé à l'heure habituelle, je me sentais quelque peu indolent et décidai de prendre mon petit déjeuner dans un café, où je m'attardais à lire le journal du matin. De ce fait, il était déjà 9 heures lorsque je me garai sur mon emplacement au bureau. Une Vernia plutôt contrariée et notre secrétaire Christina m'y attendait. « Où diable étiez-vous passé, Graham ? Tout est parti en vrille. Votre avocat essaie de vous joindre depuis hier soir, » s'écria Vernia en grimpant sur le siège avant. « Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Pas le temps d'expliquer. Signez ceci pour que le bureau puisse continuer à fonctionner aujourd'hui. Vous devez être au tribunal avant 10 heures. Votre avocat voulait que vous y soyez pour 9h30, mais c'est impossible maintenant. Pour une raison quelconque, j'ai toujours fait confiance à Vernia, alors j'ai signé les documents présentés aux endroits indiqués sans poser de questions. Pour ce que j'en savais, j'aurais pu signer mon propre arrêt de mort. Apparemment satisfaite que j'ai tout signé, elle s'empara des papiers et les remit à Christina, qui me souhaita bonne chance tandis que Vernia claquait la portière. D'accord. Allons au tribunal sans plus tarder. Vernia, que Graham, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'une des assistantes de votre avocat appelle depuis l'aube en disant que vous devez absolument être au tribunal avant son ouverture aujourd'hui. Je comprends que votre affaire sera examinée hors programme. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, Graham. Quelque chose s'est manifestement produit et, d'après les paroles de cette jeune femme, vous pourriez repartir du tribunal avec les enfants aujourd'hui.
C'est pour cela que je suis venu avec vous. Jerry Hartwell pensait que vous auriez besoin d'une présence féminine à vos côtés au tribunal. Tu sais, faire semblant d'être prêt pour le retour des enfants, même si ce n'est pas le cas. Christina voulait y aller, mais j'ai dit que j'irais. Pas besoin que tout le bureau soit témoin de tes affaires personnelles. Pourquoi as-tu dû arriver au dernier moment aujourd'hui? D'habitude, tu prends le café avec moi à 8h30. Je ne sais pas, je me suis laissé absorber par le journal après le petit déjeuner. Eh bien, nous pourrions mettre ce temps à profit. Traverser la ville et trouver une place de stationnement à cette heure-ci ne sera pas une mince affaire. Par chance, nous avons trouvé une place non loin du tribunal et avons parcouru les derniers centaines de mètres en courant, évitant le petit parking du tribunal. À l'intérieur, nous avons été littéralement interceptés par une jeune femme que j'ai reconnue du cabinet de mon avocat, qui nous a escortés en hâte à travers des escaliers et des couloirs que je n'avais jamais vus auparavant. J'ai vite découvert que nous nous étions en fait déplacés dans le bâtiment adjacent où se trouvaient les tribunaux aux affaires familiales. Nous n'avons pas été conduits dans le type de salle d'audience formelle que j'avais visité précédemment. C'était plutôt une grande salle de conférence où tout le monde était assis autour d'une immense table, attendant visiblement avec impatience. Veuillez vous asseoir, Monsieur Tissing Sparks. Une femme à l'allure officielle, qui s'est avérée être une juge aux affaires familiales, m'a intimé avant de poursuivre. Le juge Krull a d'autres obligations ce matin. Le juge Krull était ce vieux grincheux qui avait présidé mon divorce avec Gloria. J'ai remarqué que dans cette cour, il semblait jouer les seconds rôles face à la juge aux affaires familiales et ses conseillers. J'avoue que je ne comprenais toujours pas ce qui se passait, mais j'ai remarqué que mon avocat souriait, ou plutôt affichait un rictus satisfait face à l'avocat de Gloria. Il n'y avait aucune trace de ces chers avocats qui assistaient habituellement à nos réunions. La juge s'éclaircit la gorge, ramenant mon attention sur elle et loin de mon avocat. J'ai essayé de l'interroger du regard. Que diable se passe-t-il ici? Tout ce qu'il semblait pouvoir faire était de sourire à son adversaire professionnel, Madame Sparks. Ce rapport indique que vous et les enfants résidez actuellement dans la même demeure que Ronald Quinn. C'est exact. Oui, répondit Gloria avec assurance. Et il est également présumé que vous et Monsieur Curran Quinn allez vous marier dès que votre divorce avec Monsieur Takedud Sparks sera finalisé. C'est exact. Oui, dès que cette question de garde sera résolue, nous nous marierons. Je vois. Et depuis combien de temps connaissez-vous Monsieur Quinn? Quelques années. Je ne comprends pas en quoi cela importe. Oh, vous seriez surprise, Madame Inning Sparks. Avez-vous connu la première épouse de Monsieur Quinn? Non, non, elle est décédée en Écosse avant que Ronald ne s'installe ici. Soudainement, l'assurance de Gloria commença à s'effriter. Mais savez-vous comment elle et leurs enfants sont décédés? C'était un accident. Ronald a été déclaré non coupable au tribunal. Ah, mais je crains que ce ne soit pas exactement le cas, Madame C. Sparks. En Écosse, les jurys disposent d'une troisième option outre les verdicts de culpabilité ou non-culpabilité, non prouvés. Nous sommes dans un tribunal familial anglais et notre approche des preuves est plus souple que dans une cour ordinaire. Notre première responsabilité ici est la sécurité des enfants. Mais Ronald ne ferait jamais de mal aux filles. Il les aime. Je suis certaine qu'il le prétend, Madame Sparks. Mais je suis également certaine qu'il affirme vous aimer. Veuillez m'expliquer alors, si tel est le cas, comment vous vous êtes retrouvé avec 3 côtes fracturées et dans quelles circonstances vous avez perdu 2 dents le mois dernier. Comment le savez-vous? Nous disposons d'un rapport indiquant que Ronald Quinn vous a physiquement agressé à plusieurs reprises. Non, c'est une erreur. Ronald ne me ferait jamais intentionnellement de mal, ni aux enfants. J'ai bien peur que Jennifer Quinn pensait la même chose, Madame Sparks. Elle est maintenant décédée, tout comme les 3 enfants Quinn. Ce tribunal ne prendra pas le risque qu'une telle tragédie se reproduise. D'accord, je n'épouserai pas Ronald. Je trouverai un autre endroit où vivre. Je regrette, Madame C. Sparks, mais vous avez fait preuve d'un jugement extrêmement déficient en installant les enfants chez Ronald Quinn. Vous avez aggravé la situation en ne le tenant pas responsable des agressions. Ce tribunal estime que la solution la plus sûre est de confier la garde des enfants à leur père. Gloria ne renonça pas et, malgré les tentatives de son avocat pour la convaincre de le laisser parler, elle continua à argumenter avec la juge jusqu'à ce que celle-ci menace de l'expulser du tribunal. Puis la juge se tourna vers moi.
Monsieur Tercy Sparks, disposez-vous d'installations adéquates pour la garde des enfants? Je voulais répondre, mais mon avocat me devança. Monsieur Sparks réside toujours dans le domicile conjugal. Les chambres des enfants y sont et sont prêtes à être utilisées. Il dispose également de 2 nounous que les enfants connaissent et qui sont prêtes à emménager immédiatement, ainsi qu'une autre nounou plus âgée qui est disposée à les encadrer. Et bien sûr, Monsieur Sparks peut compter sur Mademoiselle Poole, qui est présente aujourd'hui pour aider si nécessaire. Avez-vous de l'expérience dans la garde d'enfants, Mademoiselle Poole? Non, madame, mais j'ai 5 frères et sœurs plus jeunes que j'ai aidés à élever depuis leur naissance, répondit Vernia. La juge regarda l'un de ses conseillers qui sourit et hocha la tête. C'est alors que je remarquai que l'assesseur regardait Vernia en souriant, quelque chose dans son regard m'indiquait que ces 2 femmes se connaissaient. J'appris plus tard que Vernia et la conseillère étaient des amis de lycée. À partir de ce moment-là, les choses se sont quelque peu compliquées et je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé car Gloria a complètement perdu son sang-froid. Elle est devenue hystérique et son représentant légal a tenté en vain de la faire sortir de la salle d'audience. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis levé de mon siège pour l'aider. J'ai dû ensuite calmer Gloria dans le couloir. Une situation plutôt étrange compte tenu des circonstances. Mais j'ai finalement réussi à convaincre Gloria que je ne me comporterai pas comme elle concernant son contact avec les enfants. Bien entendu, je lui ai dit que je ne tolérerais pas que son compagnon Quinn leur parle. Lorsque je suis retourné dans la salle d'audience, tout était déjà terminé et les 2 avocats semblaient achever une conversation avec le juge qui présidait le divorce. Tous les différends et les retards concernaient la garde des enfants, donc je suppose que la décision du juge aux affaires familiales avait prévalu et était prête à mettre fin à cette farce financière. Le juge du divorce m'a souri avant de partir pour sa première affaire de la journée et l'avocat de Gloria est parti déçu, je suppose pour la retrouver. Eh bien, nous avions tout couvert mais c'était un sacré coup de maître, a dit mon avocat au moment où le juge a disparu. De quoi parlez-vous? Écoutez, Bernie, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ici ce matin. Quand avez-vous découvert le passé de Quinn? Nous ne l'avons pas découvert. Vos gens l'ont découvert. Ils ne vous l'ont pas dit? En tout cas, cette petite scène que vous avez jouée avec Gloria a vraiment plu au juge. Une scène? Oui, quand vous vous êtes précipité pour la calmer, en disant que vous vouliez qu'elle ait une relation étroite avec les enfants. Ce n'était pas une scène. Gloria et leur mère. Ce serait criminel de les séparer après la façon dont elle s'est comportée envers vous. Attendez, Bernie, 2 torts ne font pas un droit et vous le savez. Maintenant, je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Gloria ou pourquoi elle s'est comportée comme une personne détestable, mais je suis certain que ce ne serait pas un bon exemple pour nos enfants si je me comportais de la même manière. De plus, le juge a dit que pour l'instant, si je fais quelque chose de stupide, cela pourrait se retourner contre moi. Bon point, mais je la surveillerai. Ne la laissez pas vous atteindre à nouveau, Graham. Je ne suis pas fou, Bernie, je veux simplement être généreux. Gloria sortira de ma vie dès que vous et cette vieille chipie aurez finalisé les papiers du divorce, mais cela ne signifie pas que je veuille l'écarter de la vie de nos enfants si elle se comporte convenablement. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Les décisions du tribunal de la famille concernant la garde des enfants auront la priorité, donc je dirais que le juge signera les documents cet après-midi. Comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Ce rapport sur Ronald Quinn que vos collaborateurs nous ont envoyé hier. Nous avons en quelque sorte transmis son contenu aux services sociaux avec quelques suggestions peu flatteuses et soudain tout s'est accéléré. Quinn avait été accusé d'avoir incendié son domicile et d'avoir causé la perte de son épouse et de ses enfants il y a 15 ans. Heureusement pour nous, le jury écossais a rendu un verdict de « non prouvé ». Or, « non prouvé » ne signifie pas « non coupable », selon la loi, mais c'est suffisamment compromettant pour inquiéter les travailleurs sociaux locaux. Nous leur avons simplement fourni des munitions et indiqué la direction. Et bien sûr, il y a ces blessures inexpliquées de Gloria. Comment saviez-vous qu'il la maltraitait? Nous ne l'avons pas découvert. Tout était dans le rapport que vos gens nous ont envoyé. Bon sang, Graham, j'aurais aimé que vous nous disiez que vous les aviez engagés. Bernie, je n'ai aucune idée de qui vous parlez. Les seules personnes qui ont travaillé sur mon divorce étaient vos collaborateurs. Vous en êtes certain? Bernie, vous et vos gens m'avez pressé comme un citron. Où aurais-je trouvé l'argent pour engager quelqu'un d'autre? D'ailleurs,
Vos enquêteurs auraient dû s'occuper de tout cela. Graham, ce rapport vient de Thomas Associates. Ce sont les meilleurs dans le domaine. Nous n'aurions jamais osé vous confier une prestation aussi onéreuse. De plus, ils font des vérifications d'antécédents pour les entrepreneurs de la ville. Je n'ai jamais entendu dire qu'ils s'occupaient d'affaires de divorce. Eh bien, je ne les ai pas engagés. C'est étrange, dit Bernie en feuilletant une pile de documents sortis de sa mallette. Il n'y a que les initiales JH. Sur les documents. Savez-vous qui c'est? Jerry Hartwell, ce doit être lui, dit Vernia, qui se tenait à côté de moi. Il est le directeur des ressources humaines chez Goldberg Company. Eh bien, il aurait suffisamment d'influence pour intéresser Thomas Associates, dit Bernie. Oui, mais qui paye cette facture? Ai-je demandé. JH, je pense. Vernia sourit et me serra la main. On dirait que Jack Goldberg tient à vous garder, Graham. Je vous avais dit qu'il ne vous tenait pas rigueur pour Canella. Fin de la première partie. Si vous aimez l'histoire, merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.